Bonjour, je me permets de me présenter, je suis Marjani Abdellatif. Voilà, à la fin de cette présentation, vous serez capable de déterminer, de comprendre les caractéristiques et les fonctions des composants de l'ordinateur, y compris les boîtiers, les alimentations, les cartes mères, les périphériques de stockage, les ports, les câbles, les adaptateurs et les périphériques d'entrée et sortie. Commençons par la définition d'un ordinateur. C'est un ensemble de circuits électroniques permettant de manipuler les données. Lorsque je dis les données, c'est les fichiers, c'est les images et ainsi de suite. Ça, c'est sous forme binaire. Et le binaire, c'est le langage compréhensible par l'ordinateur. Avant d'entamer la partie composants de l'ordinateur, gardez en mémoire quelques recommandations pour éviter des dégâts causés par des décharges électrostatiques. Une décharge électrostatique, il peut se produire en cas d'accumulation d'une charge électrique. On parle de l'électricité statique sur une surface entrant en contact avec une autre surface qui est chargée différemment. Donc, quelles sont les recommandations? Vous devez conserver tous les composants dans un sac antistatique et vous utilisez des tapis mis à la terre sur des tables. Vous utilisez aussi des tapis de sol mis à la terre dans des espaces de travail et sans oublier les bracelets antistatiques. Bon, le premier composant, c'est le boîtier. Alors le boîtier, c'est une boîte tout simplement, hébergeant les composants internes, notamment le module d'alimentation, la carte mère, le processeur et la mémoire, les disques durs, etc. Comme vous voyez dans l'image, vous avez des différents types de boîtiers. Le boîtier horizontal et le boîtier standard, le boîtier compact et le tout en un, comme le cas de quelques ordinateurs Macintosh. Le module d'alimentation, on parle aussi du bloc d'alimentation. Donc, tous les ordinateurs utilisent un module d'alimentation pour convertir le courant alternatif qui vient de la prise électrique, c'est 220, et pour quelques pays, c'est 110, en alimentation continue inférieure requise par les composants internes. Comme vous le savez, il y en a quelques composants qui fonctionnent avec 12 volts et d'autres composants qui fonctionnent avec 5 volts. Donc, le bloc d'alimentation, il permet de faire cette conversion, bien sûr. Alors, il y a des formats de modules d'alimentation. Le format AT, Advanced Technology, qui est très ancien dans les ordinateurs anciens. Le format ATX, version mise à jour du format AT. Le format ATX 12 volts, c'est le format le plus répandu. Et le format EPS 12 volts, ce format a été développé à l'origine pour les serveurs, mais actuellement, on le trouve des ordinateurs de bureau de haute gamme. Les connecteurs, c'est les connecteurs de l'alimentation. Alors, un module d'alimentation comporte de divers connecteurs. Comme vous voyez dans l'image, ici, c'est le connecteur enfichable de 20 ou 24 broches. Il est utilisé pour alimenter la carte mère. Précisément, c'est la carte mère. Vous avez le connecteur SATA avec des trompeurs. Le connecteur Molex, on va voir par la suite, ça permet d'alimenter des périphériques de stockage ATA, parallèle ATA, et des connecteurs Berg, ça c'est pour le lecteur de disquettes, et sans oublier les connecteurs d'alimentation auxiliaires de 4 ou 8 broches. La carte mère. La carte mère, c'est la colonne vertébrale de l'ordinateur. Et on peut dire aussi que c'est le système nerveux du PC. Pourquoi? Parce qu'il permet de connecter l'ensemble des composants de l'ordinateur. Il s'agit d'un circuit imprimé contenant des bus, à savoir des canaux. Donc, comme vous voyez dans l'image, ce sont des bus, d'accord? Des canaux de communication électrique entre les différents composants. Alors, observons cette image soigneusement. Donc, c'est une carte mère. Alors, commençons par les principaux composants. Ça, c'est le processeur, d'accord? Alors, le processeur
c'est un circuit, c'est le cerveau de la machine. Il permet de traiter les instructions et de faire des calculs et tout. On va parler de processeur par la suite. Et les logements de la mémoire vive, on parle de la mémoire vive, la RAM, qui permet un stockage qui est temporaire. Le chipset, on peut considérer le chipset comme un policier de rond-point. Pourquoi? Parce qu'il permet de coordonner les échanges de données entre les différents composants. Les logements d'extension, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités, comme le Wi-Fi, TV et ainsi de suite. Une pile qui s'appelle la pile CMOS, il permet d'alimenter un circuit qui contient les paramètres au système, tels que la date et l'heure, et la puce du BIOS. On parle du BIOS. Le BIOS, déjà, c'est un programme. Basic Input Output System, c'est un programme. Le premier programme qui se lance lors du démarrage d'un ordinateur, c'est le BIOS. Alors, il teste, il fait des vérifications matérielles et logicielles lors du démarrage d'un ordinateur. En cas de problème, comment il va réagir? Il va vous envoyer soit des bips sonores, soit des messages d'erreur. UEFI, donc c'est l'interface de configuration. Voilà. Alors, le chipset est constitué de circuits intégrés contrôlant les interactions entre le matériel d'une part et le processeur et la carte mère. Il y en a deux chipsets dans la carte mère. Il y a North Bridge et South Bridge, c'est-à-dire le chipset de nord, comme vous voyez dans l'image, le chipset de nord, il permet de coordonner les échanges entre le processeur, carte graphique et mémoire. Et le South Bridge, il permet au processeur de communiquer avec des périphériques les plus lents, comme les disques durs, des ports USB et ainsi de suite. Le facteur d'encombrement, c'est les caractéristiques de la carte mère. Il y a trois formats de la carte mère. C'est Advanced Technology Extended ATX et le Micro ATX et ITX. La différence entre ces formats réside au niveau de dimension. Comme vous voyez, le ATX, c'est le format le plus répandu, le plus courant. Dimension 30,5 cm sur 24,4. Le micro ATX, c'est dans les ordinateurs de bureau et les ordinateurs compacts. Donc 24,4 cm sur 24, c'est 4. Et le mini ATX, c'est pour les clients légers. Et les décodeurs numériques, c'est un format plus petit. ITX, format comparable à celui de micro ATX. Donc aussi, les dimensions, c'est 21,5 sur 19 cm,1. Alors, le processeur, comme j'ai déjà précisé, c'est le cerveau de la machine. Pourquoi? Parce qu'il permet de traiter et d'exécuter des commandes, sans oublier que le processeur, il se compose de beaucoup de mémoire, les registres, des unités de commande. C'est un circuit très essentiel dans l'ordinateur. En général, les processeurs modernes reposent sur deux architectures. Vous voyez, observant ces deux images, l'architecture PGA, Pin Grid Array, aux matrices de broches. Alors, les broches sont situées sous le processeur et sont insérées dans l'interface de connexion. Et LGA, Land Grid Array, aux matrices de pastilles, les broches se trouvent dans l'interface de connexion. D'accord? Et non sur le processeur. Donc, deux architectures de processeurs, le PGA et le LGA. C'est le cas de parler, c'est le temps de parler du système de refroidissement pour que les composants de l'ordinateur puissent fonctionner mieux. Alors, bien sûr, ça nécessite une température peu élevée. Pour cela, il y en a des solutions de refroidissement passives et actives. Passive, c'est sans alimentation, comme le cas de dissipateur thermique, et active, nécessite une alimentation en énergie. Comme vous voyez, un ventilateur, ça, c'est un système
de refroidissement qui est active. Maintenant, on va parler des mémoires. Comme vous le savez, un ordinateur peut utiliser de différents types de puces mémoire. On appelle mémoire tout composant capable de stocker, de sauvegarder des données sous forme octet. Octet, c'est 8 bits. Donc, deux types en général, c'est la mémoire morte. ROM signifie Read Only Memory, c'est-à-dire une mémoire en lecture seule. Vous n'avez pas le droit de modifier, telle que la puce ROM. La mémoire vive, Random Access Memory, et le stockage temporaire, c'est-à-dire lors de fonctionnement de l'ordinateur. On appelle une mémoire volatile. Pourquoi volatile? Parce qu'une fois que vous éteignez votre ordinateur, le contenu de la mémoire s'efface. Mémoire ROM, et on a beaucoup de types, y compris les puces ROM, les puces PROM, c'est-à-dire Programmable Read Only Memory. C'est un type de mémoire qui est programmable une seule fois. Le EPROM, on peut effacer le contenu de cette mémoire. Ça, c'est l'EPROM. On peut effacer le contenu de cette mémoire en utilisant le ultraviolet. Et le 2EPROM, donc c'est effaçable aussi avec un simple courant électrique. La mémoire vive, il y en a deux types principaux. Vous devez garder en mémoire le dynamique et la mémoire statique. Alors, DRAM, Dynamic Random Access Memory, et Static Random Access Memory. La mémoire SRAM, c'est la mémoire la plus rapide dans l'ordinateur. Ici, ce sont des types de la mémoire dynamique. Le dynamique asynchrone, SDRAM, mémoire vive dynamique synchrone, c'est double débit, on appelle ça DDR. Et après, au fur et à mesure des années, et on a une augmentation de la capacité de débit aussi avec DDR 3 et 4. Et finalement, avec le GDDR, c'est un type de mémoire dynamique très rapide utilisé dans les cartes graphiques. Ça, c'est le format de la mémoire. Les puces de la mémoire sont soudées sur un circuit imprimé. Et ce, afin de créer un module de mémoire pouvant être placé dans un slot de mémoire de la carte mère. Les différents types de modules de mémoire sont les suivants. Format DIP, vous voyez, il s'agit de petites tailles, sont des mémoires vives insérées dans la carte mère de petite taille. Le format SIM, on dispose des puces d'un seul côté. Le format DIM, on dispose des puces de deux côtés. Et le format SO-DIM, single, bien sûr, que vous avez ici. On a déjà parlé de processeur. Il s'agit d'un circuit, il s'agit d'un cerveau de la machine. Il contient des mémoires. On a parlé aussi des mémoires. Maintenant, c'est la mémoire cache qui fait partie du processeur. Et aussi, c'est une mémoire qui est statique, c'est-à-dire la mémoire la plus rapide dans l'ordinateur. C'est la mémoire SRAM, c'est la mémoire statique. Elle est sous forme de mémoire cache. La mémoire cache, il permet de stocker si vous voulez bien, permet de stocker les données fréquemment utilisées. D'accord? Il y a le L1 intégré au processeur, L2 initialement monté sur la carte mère, mais désormais intégré dans le processeur aussi, et la mémoire L3. Les cartes d'extension, elles permettent d'ajouter des fonctionnalités à l'ordinateur. Les plus courants sont la carte son dans l'image. Si vous êtes fan de jeu ou bien vous voulez l'affichage performant, donc vous devez ajouter une carte graphique, carte vidéo, telle que les marques bien sûr qui existent sur le marché. La carte réseau, si vous n'avez pas une carte réseau sur l'ordinateur, vous devez acheter une carte réseau, on appelle ça NIC, et une carte sans fil. Si vous n'avez pas la possibilité de vous connecter au Wi-Fi, donc vous devez ajouter une carte Wi-Fi, carte tourneur TV, carte USB, si vous voulez ajouter plus de ports USB, et carte eSATA. Alors, maintenant on a parlé des cartes, maintenant c'est les connecteurs où on peut insérer ces cartes. Donc, ils disposent des slots de connexion, on appelle des slots de connexion.
permettent d'installer des cartes d'extension. Ce type de connecteur de la carte d'extension doit correspondre au slot d'extension. Qu'est-ce qui existe sur l'ordinateur? Comme vous voyez dans cette image, ça c'est PCI, Peripheral Component Interconnect. On peut insérer ici des cartes réseau, des cartes son, des cartes USB et ainsi de suite. Pour la carte graphique, on peut la brancher dans le port AGP, Accelerated Graphic Port, et aussi dans le port PCI Express qui est plus rapide que le port AGP. Vous avez des PCI Extended, vous avez d'autres connecteurs d'extension. Maintenant, c'est les périphériques de stockage. Les périphériques de stockage où on peut sauvegarder, où on peut stocker des données d'une manière non volatile. En règle générale, il y en a trois types de périphériques de stockage. Il y en a qui sont magnétiques, comme le disque dur, et le lecteur de bande, et électronique, avec le disque dur SSD, c'est à base électronique, et optique, c'est le CD-ROM, le DVD, et ainsi de suite. Alors, le type de périphérique de stockage, les normes d'interface définissent la manière dont les données sont transférées. Le débit de transfert, ce sont des caractéristiques des composants de stockage. Et les caractéristiques physiques, elles sont les câbles, les connecteurs. Il existe trois versions principales de la norme qui, bien sûr, qui dérive du ATA. Il y a le parallèle ATA et l'interface série SATA. La différence réside au niveau de débit. D'accord, vitesse de transfert. Comme vous le savez, SATA 3, ça permet d'avoir une vitesse de transfert de 6 gigaoctets par seconde. Et le stockage maintenant magnétique. Stockage magnétique, il y a les disques durs classiques. Il se compose d'un plateau qui tourne autour d'un axe. Et il y a des têtes de lecture-écriture pour lire et écrire, bien sûr, des données. Ça, c'est le stockage qui est magnétique. Il est un petit peu long. Pourquoi? Parce que c'est un système mécanique. Il y a, bien sûr, un plateau qui tourne, des têtes de lecture qui se déplacent, et ainsi de suite. Et les lecteurs de bande, ils sont principalement utilisés pour l'archivage dans les serveurs, pour archiver des données d'un mois, etc. Le stockage semi-conducteur, on parle ici de disque dur SSD, c'est-à-dire Solid State Drive. Il stocke des données sous forme de charge électrique dans la mémoire flash semi-conductrice. Et actuellement, on fonctionne qu'avec les disques durs SSD pour les ordinateurs portables parce qu'ils sont très rapides, néanmoins ils sont un petit peu chers. Il y a trois formats de disques durs SSD. Le lecteur de disque, il ressemble à un disque dur classique, et la carte d'extension qui se branche directement sur la carte mère. Il se fixe au boîtier de l'ordinateur comme les autres cartes d'extension telles que la carte réseau et ainsi de suite. Et le module MSATA qui est utilisé une interface de connexion spéciale M2 est une norme pour les cartes d'extension de l'ordinateur. Bon, c'est une technologie non volatile memory express, permet au disque dur compatible de se connecter sans nécessiter un pilote spécial. Le SSHD, c'est une solution hybride c'est un compromis entre les disques durs magnétiques et les disques durs SSD sont plus rapides, mais moins onéreux que les disques durs SSD. Les périphériques de stockage optique, c'est une unité de stockage qui utilise des lasers pour lire des données. On distingue compact disc, c'est le CD, DVD, c'est vidéo, données numériques, le Blu-ray, vidéo et données numériques. Le Blu-ray, c'est un type de périphérique de stockage optique qui offre plus de capacité, ça peut atteindre 50 gigaoctets. Alors, un tableau comparatif, comme vous voyez ici, ce sont des CD-ROM, sans oublier que les trois supports de stockage peuvent être préenregistrés, c'est-à-dire en lecture seule, inscriptibles, c'est-à-dire en seule écriture, ou réinscriptibles, plusieurs lectures et écritures. La différence réside au niveau de
de la capacité. Les CD-ROM ne peuvent pas dépasser 700 mégaoctets. Les DVD, il y en a monocouche et double couche, pas dépasser 8,5. Et le Blu-ray, ça peut atteindre jusqu'aux 50 gigaoctets. Donc c'est un tableau comparatif, je vous invite à l'observer soigneusement. Donc pour récapituler, on a parlé de la carte mère, on a parlé de ses composants, on a parlé du processeur, du bloc d'alimentation, du type de mémoire ROM et RAM, et les types de périphériques de stockage, le magnétique et le électronique et l'optique dans ce tableau. Ensuite, on va parler du port et les câbles vidéo. Comme vous le savez, un ordinateur nécessite de se connecter au monde extérieur. Pour ce faire, il y a la nécessité de quelques câbles, quelques ports et ainsi de suite. Donc un port vidéo, il permet de connecter un écran à un ordinateur à l'aide d'un câble. Et on a beaucoup de ports et des câbles vidéo disponibles, tels que le DVI, donc Digital Visual Interface, le DisplayPort, le HDMI, donc interface multimédia haute définition, le Thunderbolt, le 1, 2 et 3, c'est parmi les ports les plus rapides dans le monde informatique. On l'a trouvé au premier dans les Macintosh. Et le VGA, Video Graphic Array, ça permet de, dans l'image, il est toujours bleu, donc c'est ou bien noir, donc, et le RCA. Autre port, PS2, qui sont un petit peu anciens. Le vert, c'est pour brancher une souris et le violet, c'est pour brancher un clavier. Ils sont anciens. On trouve des ports pour audio et gameport, le réseau. Ici, dans l'image, un câble paire torsadé, un connecteur RG45 et un port Ethernet, un port réseau. Le USB Universal Serial Bus. Il s'agit d'un port qui permet de brancher les périphériques récents. Actuellement, on branche les imprimantes, les scanners et ainsi de suite. L'IDE, ça c'est un port qui existe au niveau de la carte mère qui permet de brancher des disques durs ou bien des périphériques de stockage un petit peu PATA anciens. C'est une nappe, d'accord, et SATA. Donc c'est le disque dur bien sûr qui est un petit peu, les périphériques qui sont un petit peu plus de vitesse par rapport au PATA. De nombreuses normes relatives aux connexions sont utilisées à l'heure actuelle, que l'on appelle des adaptateurs et des convertisseurs. Qu'est-ce que la différence entre convertisseur et adaptateur? C'est qu'un convertisseur, il assure la même fonction qu'un adaptateur, tout en convertissant également les signaux d'une technologie à l'autre. Adaptateur DVI vers VGA, adaptateur USB vers Ethernet, pour connecter l'ordinateur au réseau, adaptateur USB vers PS2 et adaptateur DVI vers HDMI, Molex vers SATA pour alimenter un disque dur ou bien un périphérique qui est SATA, et convertisseur HDMI vers VGA. On va parler maintenant des périphériques d'entrée, d'accord, qui permet à l'utilisateur de connecter avec un ordinateur. Il y a la souris, le clavier, qui sont deux périphériques d'entrée les plus utilisés. Chargeur de documents ou bien scanner. Voilà. Et vous avez manette de jeu au boîtier de commande, sont utilisés pour les jeux. Le joystick. Et vous avez le commutateur KVM. KVM signifie quoi? Il signifie Keyboard Video Mouse, ou bien écran, clavier, souris. C'est un périphérique matériel qui peut être utilisé pour commander plusieurs ordinateurs à l'aide d'un ensemble clavier, souris et écran. Nouveau périphérique d'entrée. L'informatique, il est toujours en évolution. Vous avez les écrans tactiles. Voilà. Équipés de revêtements tactiles qui sont sensibles à la pression. Les stylets, d'accord, permet à un concepteur ou un artiste de créer des illustrations à l'aide d'un outil similaire à un stylo. Lecteur de bande magnétique. Et vous avez le scanner de code à barre qu'on le trouve dans les grandes surfaces, d'accord. Nouveau périphérique d'entrée aussi. Donc vous avez l'appareil photo numérique, les webcams, les tablettes de signature.
qui permettent d'en capture électroniquement la signature d'une personne. Lecteur de carte à puce, comme vous le voyez ici dans l'image. Donc, il est utilisé généralement pour identifier un utilisateur. Avec une carte crédit, etc. Le microphone. Le périphérique d'entrée les plus récents, on distingue des appareils et terminaux NFC. NFC, ce sont des appareils de paiement munis de la technologie sans contact. Donc, comme dans l'image, voilà, c'est sans contact. Ce sont des appareils de paiement sans contact. Les scanners de reconnaissance faciale et les scanners d'empreintes digitales qui permettent d'identifier un utilisateur en fonction d'une empreinte digitale unique, et les casques de la réalité virtuelle utilisés avec des jeux d'ordinateur, des simulations, des applications de formation munis de la technologie de la réalité virtuelle. Alors, on a parlé de périphériques d'entrée, maintenant c'est les périphériques de sortie qui permettent de faire sortir des données au monde extérieur. Un périphérique de sortie convertit les informations binaires de l'ordinateur en forme facilement compréhensible par l'utilisateur. On distingue les écrans, les projecteurs, les casques de la réalité virtuelle, les imprimantes, les haut-parleurs, les écouteurs, tous les périphériques de sortie, comme vous voyez dans ces images-là, les moniteurs et ainsi de suite. Les moniteurs et projecteurs, la plupart des écrans utilisent l'un des trois types de technologie, LCD Liquid Crystal Display avec des molécules de cristal et écran de diode électroluminescente, et OLED c'est organique. Et la technologie LCD ou LDP, on a deux technologies. LDP c'est l'acronyme en anglais Digital Light Processing. De nombreuses luminodifèrent un projecteur à un autre et affectent un niveau de luminosité, bien sûr, de l'image projetée. Pardon. Alors, les casques de la virtualité, la réalité virtuelle, elle utilise des technologies informatiques pour créer un environnement simulé, tridimensionnel. Dans l'image, il y a un casque de réalité virtuelle, ouvre complètement la partie supérieure du visage pour bloquer la luminosité bien ambiante de l'environnement dans lequel il se trouve. La réalité augmentée AR, c'est des technologies similaires, mais superpose en temps réel les images et le son. Donc ça fait partie bien sûr des nouvelles technologies actuelles. Les imprimantes ou systèmes périphériques de sortie, parce qu'ils permettent de faire sortir des données binaires en un papier. Trois types, en fin de compte c'est plus que trois, c'est jets d'encre qui sont un impact thermique laser au 3D. Les imprimantes utilisent des connexions, des câbles sans fil, des imprimantes sans fil. Dans l'image, il y a une imprimante jet d'encre qui utilise ce qu'on appelle des cartouches d'encre, et les imprimantes à impact, les imprimantes thermiques et 3D. Les haut-parleurs, ça périphérique de sortie, faire sortir le son. La plupart des ordinateurs mobiles prennent en charge les fonctionnalités audio, qu'ils soient intégrés à la carte mère ou fournis par une carte d'extension. Les écouteurs aussi, ce sont un périphérique de sortie. Et pour terminer, je vous remercie pour votre attention.